Bonjour, bienvenue à tous. Je vous accueille pour cette deuxième édition de l'Innovation Day. Je suis ravie d'être là parmi vous. Mon nom est Christine Kerdelan, je dirige la rédaction de l'usine nouvelle et aussi l'usine digitale, donc je suis un peu au cœur de ces sujets et je suis ravie de passer cette matinée avec vous. Alors c'est une matinée qui va passer très très vite d'ailleurs, parce qu'après le mot d'accueil de nos hôtes, il y aura une table ronde que j'aurai la chance d'animer avec des gens qui pratiquent au jour le jour 3D expérience. Ensuite, il y aura une pause de 11h à 11h25 globalement, et puis ensuite je passerai la parole à Alain Gaillard, ou plutôt je laisserai la scène à Alain Gaillard qui animera 3 petites séquences avec des keynote speakers qui nous raconteront les étapes d'une transformation numérique réussie. Alors, en tant que journaliste dans l'industrie, et donc, comme je le disais, à la tête d'un magazine qui s'appelle l'Usine Nouvelle et d'un gros site qui s'appelle l'usinenouvelle.com, j'ai vu vraiment, depuis 3 ans, 4 ans, les grosses entreprises, bien sûr, mais surtout même déjà les ETI et les PME se transformer, prendre à bras-le-corps cette transformation numérique de laquelle la France avait été quelque peu à l'écart ces dernières années, alors que l'Allemagne s'en était vraiment emparée, les États-Unis aussi, la Chine énormément, et la France était un peu à la traîne. Alors, on a l'impression qu'on commence à rattraper notre retard depuis 2 ou 3 ans. Il y a eu bien sûr les effets sûrement de la mesure de suramortissement, mais aussi cette année en particulier, avec le CICE qui se termine, mais qui est toujours là, et la baisse des charges, les deux étant cumulés, on est à 33,5% de taux de marge des entreprises, et je crois que ça explique aussi cette frénésie d'investissement dont on se fait l'écho nous-mêmes dans l'usine nouvelle, puisque je crois qu'on n'a jamais eu autant de pages de pub depuis 10 ans. Donc, comme on est un peu un vecteur d'investissement, on le sent vraiment concrètement. Les outils de connectivité, plus sérieusement, sont vraiment en train de transformer notre manière de travailler, d'échanger, de concevoir et de vendre, bien sûr, avec des sauts de compétitivité et des retours sur investissement réellement spectaculaires. Alors, j'aimerais accueillir sur scène un homme qui est au cœur de cette transformation numérique, qui l'impulse et qui la diffuse. C'est notre hôte ce matin. J'appelle Patrick Derouin, directeur Value Solution Euro-West de Dassault Systèmes. Bonjour Patrick. Je ne sais pas si c'est moi qui la représente, je pense que c'est plutôt les clients, aux côtés de notre partenaire Keonis. Néanmoins, voilà, au nom de Dassault Systèmes, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur le campus aujourd'hui. Ravi de voir cette deuxième session de l'Innovation Day de Keonis se tenir pour la deuxième fois. Et si vous appartenez à ces entreprises qui pensent que la transformation digitale peut impacter votre business, si votre business est sujet à régulation, à certification, si la qualité, le time to market, l'exécution, la planification sont des sujets qui font écho à vos challenges quotidiens, si la collaboration entre les différentes organisations de votre entreprise pourrait être améliorée, si, comme le fondateur d'HP, vous pensez que votre entreprise, si votre entreprise savait ce que votre entreprise sait, votre entreprise serait 2 fois plus profitable, si acquérir des nouveaux talents et les garder est quelque chose qui est un challenge pour vous, si cloud-based design et simulation, sécurité des données, intelligence des données, obsolescence technologique sont aussi parmi vos challenges, alors j'ai une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit avec le bon partenaire. Alors un bon partenaire pour Dassault Systèmes, c'est évidemment un partenaire qui maîtrise nos technologies, qui maîtrise nos solutions, mais c'est surtout un partenaire qui maîtrise votre business, votre métier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important quand on conduit un projet de transformation numérique, ce n'est pas de reproduire l'existant dans une nouvelle technologie, c'est de redéfinir la manière de travailler pour faire face aux défis du futur et de capturer ces business process et les mettre dans une plateforme numérique. Le deuxième aspect important pour nous, chez un partenaire, c'est la confiance, c'est la capacité à vous accompagner. On verra plus tard que c'est peut-être le premier pas qui est le plus difficile à faire dans une transformation digitale. Il y a beaucoup de sujets. Et donc, cette capacité à accompagner les dirigeants, à accompagner les collaborateurs, je pense que c'est un point clé dans un projet de transformation digitale. Vous le savez, mais on ne le répétera jamais assez. Et pour nous, c'est évidemment un des points forts de notre partenaire Keonis.
L'année dernière, j'avais commencé à vous pitcher un petit peu la vision de Dassault Systèmes sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0, que nous on appelle industrie renaissance. Alors entre-temps, on a un petit peu travaillé, puis on a rassemblé ça dans une jolie vidéo que je voulais partager avec vous. Il y a 500 ans, s'ouvrait une ère nouvelle. Une ère de propagation des idées et de partage des connaissances, la Renaissance. Imaginez que pendant des centaines d'années, tous les textes étaient copiés à la main. L'éducation était un privilège réservé à quelques-uns. Puis l'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg a déclenché une révolution, la Renaissance. Les livres et les connaissances sont devenus accessibles au plus grand nombre. L'imprimerie a changé notre monde, exactement comme le numérique aujourd'hui. Désormais, il est temps de vivre notre propre renaissance et d'inventer l'industrie du XXIe siècle. Le nouveau livre est l'expérience. La renaissance de l'industrie, c'est bien plus que la numérisation et l'automatisation. C'est combiner le réel et le virtuel pour inspirer de nouvelles manières. De nouvelles manières d'inventer, d'apprendre, de produire et de commercer. De nouvelles catégories d'innovateurs industriels et de nouvelles catégories de solutions pour de nouvelles catégories de clients. Les champions de l'industrie Renaissance construisent un patrimoine de savoir et de savoir-faire. Une nouvelle économie organisée autour de réseaux de valeurs et de plateformes d'expérience. Il est temps de faire grandir les forces vives de demain. La renaissance de l'industrie, c'est l'homme, l'expérience et un avenir durable. Dassault Systèmes est le catalyseur et le vecteur de la renaissance de l'industrie par l'expérience. Voilà, le nouveau livre, c'est l'expérience. Donc à nous de réécrire nos bibliothèques et de mettre ça dans des belles plateformes d'expérience. C'est finalement ça, la transformation digitale. Alors, il y a beaucoup de facettes dans la transformation numérique. J'en relèverai deux par rapport à ce qu'on vient de regarder. Finalement, pour nous, les leaders en termes d'entreprise de demain, c'est ceux qui réussiront justement à capter et à rassembler ces savoirs et ces savoir-faire pour proposer de manière permanente des nouveaux services et des nouvelles expériences à leurs clients. Cette offre expérientielle, en fait, c'est ça qui va dynamiser, parfois dynamiter le marché. Donc bien sûr, l'amélioration continue des coûts de production, etc., c'est quelque chose d'obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, je ne vais pas vous raconter les histoires à succès qu'on connaît, très médiatiques, des grandes start-up américaines ou chinoises, mais plus prosaïquement, chez nous, c'est incroyable de voir dans le secteur auto ou l'aéro des start-up de moins de 20 personnes qui, en moins de 24 mois, font voler un prototype. Donc c'est vraiment une réalité, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, si vous voulez, pour définir notre futur de demain. Un deuxième point qui me paraît intéressant, c'est le monde virtuel. Je crois que les défis qui sont devant nous, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de la planète, les énergies nouvelles, l'éducation, l'alimentation, la congestion des villes, il n'y a pas d'autre moyen d'élaborer l'ensemble des scénarios possibles et de définir dans un temps record, finalement, la meilleure solution que d'utiliser massivement le monde virtuel. Et pour nous, chez Dassault Systèmes, les mondes virtuels, ce n'est pas que la simulation mécanique fluidique, c'est d'abord la mesure des impacts, et finalement, le monde virtuel, ça étend et ça améliore en fait le monde réel. En termes d'innovation, ça permet aussi de penser autrement, de penser différemment.
Et je crois que dans un monde de plus en plus globalisé, compétitif, c'est un avantage certain dont on ne peut pas se passer. Donc voilà, donc Dassault Systèmes, avec ses partenaires, offre cette plateforme d'innovation et ce monde, et ces mondes virtuels, en fait, afin de servir un monde meilleur. Et vous le savez, c'est notre préoccupation, mais aussi notre motto. Finalement, pour nous, la définition de l'innovation, c'est d'harmoniser les produits, la nature et la vie. Voilà, et ce, de façon durable. Alors, c'est quoi une plateforme numérique très, très concrètement? Ras du sol. Il y a deux aspects. Il y a un aspect média, d'accord, c'est finalement accéder à de l'information en temps réel, information qui vient de différentes sources de l'entreprise, de l'Internet, à travers une communauté d'utilisateurs qui ont un intérêt commun, qui vont échanger par chat, qui vont échanger des savoirs, des expériences, et ce de manière libre. D'accord, donc c'est l'aspect un petit peu collaboratif. Puis il y a l'aspect plus avancé, l'aspect applicatif, multidiscipline, qui va permettre de gérer son business au quotidien, de gérer ses projets avec ses collaborateurs, de gérer sa supply chain, de gérer sa chaîne de valeur, gérer sa chaîne de production et bien sûr gérer son innovation autour du jumeau numérique. Voilà comment je le simplifierais. Mais est-ce que tout ça, c'est bien adapté aux PME? Je veux dire, il faut des infrastructures pour faire tourner tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, c'est désormais assez facilement accessible, puisque aujourd'hui, à travers les solutions cloud, pour information, aujourd'hui, plus de 70% des solutions du catalogue de Dassault Systèmes est désormais disponible sur le cloud. Finalement, c'est accessible immédiatement, de manière très simple, et c'est Dassault Systèmes qui gère les infrastructures, la mise à jour applicative, la sécurité des données. Mais d'accord, c'est abordable. Enfin, en tout cas, c'est accessible, c'est adapté, mais est-ce que c'est abordable, justement? C'est-à-dire combien ça coûte financièrement, pour parler gros mots? Oh non, ce n'est pas un gros mot, c'est un joli mot. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, si vous voulez, puisque, par définition, chaque entreprise, elle est spécifique. Donc, selon la valeur qu'elle veut mettre dans sa plateforme, le nombre d'utilisateurs, les rôles, les process. Donc, ce n'est pas facile d'élaborer comme ça un prix. Mais si je prends le point collaboration que j'évoquais juste avant, pour mettre ça en place, on parle de quelques dizaines d'euros par mois. Donc oui, c'est tout à fait accessible. J'imagine que par rapport à la compétitivité que ça peut vous donner en accélérant vos prototypes, en faisant communiquer les gens plus vite tous ensemble. Enfin, je crois que j'ai un exemple tout à l'heure dans la table ronde de quelque chose de très spectaculaire sur les plateformes pétrolières, la rapidité que ça a donné de pouvoir faire en 24 mois des choses qui étaient faites. Voilà, et on verra que encore une fois, l'important, c'est de commencer sa transformation digitale. La collaboration est un des axes faciles à déployer et encore une fois, très facile et très accessible financièrement. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je vous en prie. Je vais appeler maintenant l'organisateur de cette journée, qui est lui aussi évidemment au cœur de la transformation digitale et qui en est un acteur majeur. J'ai parlé de Martin Gruneau, qui est directeur général de Keonis Zenith, partenaire de référence européen en solutions de gestion de cycle de vie des produits et premier partenaire de Dassault Systèmes dans le monde. Martin Gruneau. Alors, on a entendu, on a vu, on a parlé de renaissance de l'industrie qui est rendue possible par la transformation numérique, grâce aussi avec un partage de l'information et de la connaissance. Mais alors, vous qui voyez ça tous les jours au contact des clients, est-ce que cette belle vision, les clients de Keonis la partagent? Comment ils réagissent à ça, vous qui faites l'interface avec eux? Bonjour déjà Christine, merci pour nous accompagner aujourd'hui dans la journée. Innovation Day Keonis, deuxième édition 2019. Merci Patrick pour les introductions et donc la vision Dassault Systèmes sur ce que c'est la transformation digitale. Donc, et merci et bienvenue à vous tous. On a créé donc un petit agenda que vous avez déjà partagé. Je pense que c'est très complet, très chargé. Donc, on est sûr que ça va vous plaire. Donc, pour revenir sur la question, donc, alors, est-ce que la solution est applicable donc, à nos clients finalement? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, quand vous leur présentez D'ailleurs, vous avez déjà posé la question à Patrick, donc il a déjà répondu sur une partie. Oui, mais je voudrais être convaincu, en tout cas pour les PME et les petites entreprises. L'avocat de diable. Alors, donc, on va checker ces points
de notre côté vis-à-vis de nos clients. Je pense que pour répondre sur cette applicabilité de la vision Dassault Systèmes, il faut regarder comment nos entreprises ou nos clients sont organisés aujourd'hui. Quels sont leurs défis réels dans le quotidien? Et donc, pour ceci, j'imagine que la majorité de vous allez vous retrouver donc, parmi des rôles qui sont identifiés ici. Donc, vous êtes en face de vos propres clients, vous êtes dans la conception et dans l'amélioration des produits, dans l'innovation, gestion de sous-traitance. Donc, tous ces rôles et ces responsabilités qui sont bien différentes. Néanmoins, il y a une chose qui lie tous ces rôles, c'est la consommation et la création d'informations, du savoir et l'expérience. Donc, c'est la consommation et la création des informations. Malheureusement, aujourd'hui, donc, on trouve dans beaucoup des entreprises donc, une rupture de la continuité digitale donc, entre les métiers. Et d'un coup, le résultat, c'est un manque de la collaboration, un manque de création des synergies donc, entre les métiers. Et donc, en gros, les gens ne se parlent pas. Donc, ça, c'est la synthèse très courte. Donc, il y a une solution qui peut être apportée donc, par Dassault Systèmes avec la 3D Experience Platform, c'est de créer donc, un référentiel unique digital des données. Donc, en anglais, on appelle ça le Single Source of Truth, qui crée donc une vue de l'ensemble des métiers sur les mêmes données bien synchronisées. Et tout ceci, donc, comme Patrick l'avait déjà mentionné, pas seulement sur un workstation, donc un ordinateur classique, mais aussi donc, des appareils mobiles, peut-être même donc, les lunettes de réalité virtuelle. Donc, pour revenir sur la question, est-ce que c'est bien applicable donc, cette vision pour nos clients? Je pense que la réponse peut être qu'affirmée. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui facilite la collaboration de l'entreprise étendue, tout en augmentant la continuité digitale des métiers. D'accord. Donc, c'est une plateforme, mais alors, c'est pas si évident quand même. Et comment vous aidez vos clients à mettre en place cette plateforme? Alors, comment cette plateforme sera mise en place? Il y a une première question peut-être qu'il faut qu'on se pose, c'est si on met en place une nouvelle plateforme, ça serait dommage qu'à la fin, on travaille de la même manière qu'avant. Donc, je pense qu'un élément qui serait intéressant à regarder, donc quels sont les obstacles qu'on rencontre avec notre expérience chez nos clients. Et donc, je vous propose donc une recette à 5 ingrédients pour cuisiner donc, la transformation digitale. Donc, le premier point, c'est, et c'est certainement donc, le point le plus important, c'est pas seulement une bénédiction de votre direction, mais une intégration très active, une participation active dans cette réflexion. Nous ne sommes pas en train tout simplement d'installer un logiciel, mais nous regardons quand même le bon fonctionnement donc, des business process de l'entreprise. Donc c'est quand même bien quelque chose qui est bien important d'avoir cette implication de la direction. La deuxième chose qu'on voit souvent, c'est une complexité donc, de l'environnement infrastructurel existante. Donc il faut qu'on travaille à décomplexifier donc, cet environnement. Et quand je dis ça, donc, je ne parle pas seulement du hardware, mais aussi donc, les logiciels. L'ensemble qui se sont créés donc, certainement au fil des années. Et la question qu'on se pose souvent et ce qu'on voit, c'est cet environnement infrastructurel, cet héritage n'est souvent pas prêt pour accueillir donc, une transformation digitale, pour accueillir donc, une plateforme ou peut-être même pour accueillir donc, une approche cloud. Troisième point, c'est un peu évident, hein, donc comme c'est écrit, donc il faut oser changer les business process. Donc c'est une phrase qui est un peu gratuite. C'est un peu simple à dire parce que voilà, donc les recettes des derniers 20 ans ne sont certainement pas les bonnes recettes pour les prochaines 20 ans. Mais comme vous l'avez déjà entendu certainement 100 fois donc, cette phrase, pourquoi c'est tellement compliqué à mettre en place? Oser à changer. C'est justement le mot changement. C'est le change qui est compliqué ici dedans.
Ce qui m'amène peut-être donc à un dernier point que j'avais noté ici, qui est le changement. Donc si on parle de la transformation numérique, cet mot est synonyme avec changement. Sauf l'homme a une tendance de résister au changement. Donc on n'aime pas trop changer. Donc ça veut dire qu'il faut consacrer du temps à expliquer, à former, à convaincre donc, les employés dans une entreprise à bien faire part de cette transformation. Donc voilà une recette à 5 ingrédients pour la transformation. Après, donc, maintenant la question devient comment on met en place réellement, physiquement, ce projet, comment on met en marche. Donc, Keonis a développé donc, une méthodologie basée sur 2 piliers. Premier pilier, on appelle ça le think big, donc penser large. On regarde donc très holistiquement les concepts, les besoins de l'entreprise, peut-être aussi analyser les échecs déjà vécus pour bien intégrer dans une nouvelle stratégie de la transformation numérique les éléments, par exemple, comme cloud. Et donc, on décompose donc, tous les éléments dans les petites briques que derrière, dans une deuxième démarche, on appelle ça le start small. Donc, on va démarrer donc, les projets avec un ensemble des mosaïques qui chacun donc, crée une valeur communicable à l'intérieur de l'entreprise pour mettre en place donc, cette transformation rapidement. C'est le 3e point, donc start now, donc être capable de démarrer rapidement. Keonis a développé, pour faire cette démarche, un ensemble des méthodologies bien spécifiques qui vont être partagées à, je pense que c'était 10h30 ou 11h30 par Alain Gaillard. Donc, notamment donc, le CDA, donc le Company Digital Alignment, donc ça c'est plutôt dans la partie gauche, donc l'analyse, et le Ready to Grow et Ready for Cloud, donc ce sont des méthodologies plutôt synthétiques, donc pas analytiques, mais là plutôt synthétiques, pour mettre en place cette transformation. Voilà donc en cours donc, la synthèse de la manière comment Keonis propose à nos clients de mettre en place cette transformation. Avant terminer, donc avant la table ronde et donc le voix de clients, on avait trouvé donc un petit vidéo ensemble avec Patrick qu'on trouvait très très bien. C'est un vidéo que Dassault Systèmes avait créé pour le monde académique. C'est très lucide, très jeune, donc dans la manière ça explique qu'est-ce que c'est la 3D Experience Platform. Donc j'aimerais bien partager cette vidéo avec vous. Malheureusement c'est en anglais, donc mais sous-titrage français. Donc la régie, s'il vous plaît. Hello, I'm Charles. I'm a Dassault Systems engineer. I work here doing stuff like this, and it's awesome. Today I've got approximately 2 minutes to tell you about our 3D Experience platform and show you how it's amazing for your 3D projects. So, let's get to the basics. What is the 3D Experience platform? Explanation. It's a platform that gives you access to a catalog of applications, or apps, like the kids say these days. These apps allow you to design, simulate, inform, and collaborate on a project. Got it? Good. Let's imagine you want to build a hoverboard. There's going to be more than one person working on your project. For example, engineer, programmer, marketer, mechanical designer. Before, you used to work like this. No more, now that you can work on a 3D Experience platform. Oh yeah, the platform looks like this. It's pretty cool. First things first, you need to create your personalized dashboard. It's your own pimped out working environment. Then you can invite your friends and colleagues to hang out. Kind of like a video game party. Here we go! Except it's for work. From there, you can finally begin your working journey using the most incredible toolbox ever created. Wow. And inside, you won't find this, or this, or this, but rather multiple apps designed to help you collaborate on the project at hand. Every job position receives their own personalized package and therefore applications. For example, if you're an engineer, like this guy, you'll find all the apps you need to virtually simulate your hoverboard. And of course you'll have access to all the necessary collaborative applications that make it feel as if you're in the same room, without having to be in the same room. To resume, you can work on your project from anywhere, on any device. Got it? Good. With the 3D Experience, everything is stored on the cloud.
Not this cloud, this cloud. Which means that you can never lose anything, and anyone can access the latest version of a project at any time in total security. Which means you'll never have to listen to this sentence again. Yeah, which version is a good version? Is it master good good final or final master good? It also means that you can share what you want with who you want and keep what you want to keep private, well, private. Thanks to these project management tools, each individual can share their agendas and progress. Got it? Good. You want to create your own design, challenge yourself? Click on this link right here to subscribe. Good job. I'm proud of you. This was fun. See you guys later. C'est vraiment 3DX en mode Jones. C'est vraiment la vision des moins de 30 ans. Tout à l'heure, on aura un prof avec nous. On lui demandera si les jeunes réagissent vraiment comme ça et s'ils aiment la 3D expérience. Alors, si quand même, sérieusement, si on retient 3 ou 4 choses de ce que vous avez dit et de ce que ce jeune homme a dit, 1, c'est une plateforme avec des informations centralisées. 2, ça permet aux gens de travailler ensemble, de collaborer. 3, elle est disponible dans le cloud, pas là, mais là. Et enfin, elle fonctionne même sur smartphone, ce qui est quand même impressionnant, parce qu'on a l'impression que c'est tellement lourd, mais en fait, comme c'est dans le cloud. Tout à fait, bonne synthèse. Alors, écoutez, maintenant, je vous propose de confronter tout ça avec la réalité, c'est-à-dire on va faire venir des représentants d'entreprise, des chefs d'entreprise pour cette table ronde, et ils vont nous dire comment eux, ils utilisent au jour le jour la 3D expérience. Merci beaucoup, Martin Gruneau. Merci, Christine. Alors, je vais appeler maintenant des chefs d'entreprise, je disais, ou des représentants d'entreprise qui vont pouvoir nous dire de manière très concrète, et j'espère très franchement, en pratique, comment ça se passe quand on met en place ça chez soi, enfin dans son entreprise, et puis surtout ce que ça a changé pour leurs organisations, et puis les francs changements qu'il y a pu avoir, et puis comment ils les ont affrontés, etc. Mais je ne trahirai pas un secret en disant que ça a transformé leur entreprise, que ça l'a tellement changé en termes de rapidité, d'efficacité, de compétitivité, que revenir en arrière serait inconcevable. Un peu comme si on vous demandait de jeter votre smartphone aux orties et de reprendre, vous vous rappelez, le vieux Nokia avec un tout petit écran qui permettait juste de faire des SMS. Alors, j'appelle à me rejoindre Ludovic Georget, responsable de la supply chain de MCPP France, Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Émeric Glaise, CEO de Space Train, Vincent Portier et Régis Galmiche, qui sont tous deux IT managers de SBM Offshore, et enfin Frédéric Zéry, qui est professeur d'ingénierie mécanique en classe de BTS au lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne. Messieurs, si vous voulez me rejoindre. Bonjour Émeric. Bonjour. Asseyez-vous. Bon, je ne vais pas faire la maîtresse d'école, je crois que je vais quand même m'asseoir à côté de vous. Ça va être plus cool. Alors, on va commencer avec Ludovic Georget. Donc, j'ai dit Supply Chain Manager de MCPP France. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous brosser, nous raconter l'activité de votre entreprise pour qu'on comprenne un peu d'où vous parlez et de ce que vous avez mis en place, on le comprendra mieux ensuite. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable Supply Chain au sein de MCPP. MCPP, Mitsubishi Chemical Polymer Performance, fait partie du groupe MCC, Mitsubishi Chemical Corporation, qui est l'un des leaders mondiaux de l'industrie chimique. Chez MCPP, donc, nous sommes spécialisés dans l'élaboration et la production de compounds élastomères à haute performance. Nous sommes présents, on va dire, à travers 32 pays à travers le monde. Et nous représentons environ 1000 collaborateurs. Du fait que notre activité a doublé ces 5 dernières années, du fait de la croissance organique de nos clients et aussi du fait de l'acquisition que nous avons faite, nous avons dû être amenés à repenser notre façon de planifier notre production. Et dans ce contexte, nous avons été amenés à mettre en place la solution Delmia-Hortems de planification industrielle afin de répondre au mieux à nos délais clients et d'être beaucoup plus proactifs dans nos prises de décision. D'accord, alors vous, ce n'est pas 3DX, c'est Delmia-Hortems, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer
Comment vous étiez organisé avant de mettre en place ce logiciel? Donc avant de mettre en place ce logiciel, nous avions un bon vieux planning mural au mur avec des fiches cartonnettes qui représentaient chaque ordre de fabrication. Combien de fiches? Ça allait jusqu'à 500 fiches sur un tableau avec une vision à 3 semaines suivant les ateliers ou 6 semaines, sachant qu'on a une vision de nos clients de l'ordre de 12 à 15 semaines, car nous travaillons beaucoup pour l'automobile, le médical notamment. Donc ce qui se révélait très compliqué pour planifier la production à moyen terme. Oui. Quand nous avions des demandes urgentes, nous n'avions aucune alerte sur l'impact que pouvaient avoir nos prises de décision à l'instant T sur le moyen long terme. Mais par exemple, si un client vous disait, voilà, le produit, c'est pas dans 3 mois, j'en ai besoin, mais dans 2 mois, est-ce que vous pouviez lui répondre? On pouvait lui répondre, mais s'il fallait criait refaire très tout le fort. tableau. Donc s'il criait très fort, oui, on bougeait les 500 fiches à la main. Après, il fallait faire le lien avec l'ERP, car il n'y avait aucune connexion avec l'ERP pour vérifier les disponibilités matières premières, notamment. Donc, on va dire, si c'était une demande assez timorée de changement, on ne le faisait pas, pour s'éviter tout ce travail à non-valeur ajoutée. Par contre, s'il criait fort, on s'y mettait d'arrache-pied. D'accord. Aujourd'hui, avec la solution d'Elmi Hortems, en un clic, on peut répondre aux clients. Donc, en termes de réactivité et satisfaction client, c'est très positif. Il faut savoir que depuis 2 ans, on va dire, on augmente chaque année de 2 points notre taux de service client, donc ce qui n'est pas rien par rapport à nos domaines d'activité. Oui, donc j'imagine que pour vos commerciaux, ça a dû changer beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire Tout à dans leur fait. dialogue avec le client. C'est beaucoup plus simple pour eux au quotidien à discuter avec le client, et quand ils ont justement des soucis, notamment dans l'automobile où on sait que le juste à temps est quand même l'une des prérogatives, ça a une image de marque non négligeable auprès de nos clients. Mais ce n'était pas d'ailleurs un risque de fonctionner, je dirais, à l'ancienne par rapport à vos clients? Il n'y a pas des gens qui vous ont dit un jour, écoutez, il faut que vous passiez sur des solutions plus modernes? Ça va être valable peu à peu pour tous les derniers cris du numérique, les donneurs d'ordre. Tout à fait, non, bien contrairement, parce que des constructeurs tels que Toyota ou même chez nous, justement, au QG, on va dire, de Tokyo, quand ils venaient sur site, ils aimaient bien justement ce système visuel. Parce que c'est visuel, donc quelqu'un peut avoir une vision assez simple, mais quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on sait que par exemple chez Toyota, le Lean Manufacturing a amené à avoir beaucoup de management du visuel de la production. Donc ça, c'était un outil qui leur plaisait beaucoup. Alors que nous, en opérationnel, c'est pas du tout un outil adéquat. C'était adéquat, on va dire, il y a 30 ans. Ouais. Mais il fallait un peu se mettre à jour et se ramener à penser à comment bien planifier afin d'optimiser au mieux, justement, nos outils de production. Alors comment vous avez pris la décision? Comment vous avez choisi de passer sur Delmi Hortems? Comment on a choisi en fait? On a fait un benchmarking avec différentes entreprises. Nous avons participé à des salons avant justement de retenir 2 prestataires pour faire un maquettage, et notamment la société Keonis via Delmi Hortems. Et suite à ce maquettage, nous avons retenu celui qui nous paraissait au plus proche de nos exigences par rapport à la flexibilité de l'outil, et aussi la vision, on va dire, après-vente, pour être sûr que nous allions avoir du support en cas de problème une fois l'outil mis en place. D'accord. Et combien de temps ça vous a pris de mettre en place? Ça nous a pris 6 mois de la signature, on va dire, du contrat avec Delmi Hortems jusqu'à la mise en place sur notre site. Donc la mise en place a été très rapide. On a passé beaucoup de temps sur le cahier des charges fonctionnel, qui était l'étape essentielle, pour aller vite derrière en termes de développement. Après, nous avions prévu environ 1 mois de recouvrement entre l'ancienne manière et la nouvelle manière de planifier. Donc vous vouliez faire tout en double? Tout à fait, tout en double, pour être sûr que tout allait bien. Sur un des ateliers de production, au bout de 2 jours, le tableau mural était démonté. Car tout de suite, les planificateurs y ont trouvé leur intérêt. Ça veut dire que la peur du changement n'a pas été aussi importante chez vous? Elle n'a pas été ils ont là. Vu tout de suite, les gens ont vu tout de suite les avantages Tout à fait, parce qu'on a décidé, dès le départ du projet, dès les étapes de benchmarking, d'inclure justement les opérationnels qui faisaient le travail dans le groupe de travail. Donc ils ont assisté, ils ont défini le cahier des charges fonctionnelles avec nous, donc tout a été fait en collaboration, dans le sens où quand l'outil est arrivé dans l'usine, ils étaient déjà fin prêts. Et le temps de formation?
Le temps de des salariés, formation, des gens concernés? Parce que Les planificateurs en tant que tels ont mis à peu près 1 mois à travailler sur l'outil justement pendant que ces backups, on va dire, fonctionnaient à l'ancienne. Et au bout de ce mois-là, ont été opérationnels sur le basique. Là, ça va faire 1 an et demi que nous avons mis en place l'outil. Maintenant, justement, on va replanifier des séances de formation afin d'exploiter au mieux l'outil avec les fonctionnalités avancées qu'il peut avoir qu'on avait décidé de mettre de côté dans un premier temps. en l'occurrence, qu'est-ce que vous n'exploitez pas aujourd'hui? Notamment tout ce qui est reporting, tout ce qui est notion d'alerte sur les approvisionnements, où nous avions décidé justement de se focaliser sur, on va dire, le séquencement, l'ordonnancement de la production, afin d'avoir justement des gains de productivité rapides et aussi convaincre au niveau direction que c'était la direction à prendre. Nous avons fait des gains de productivité de l'ordre de 5% depuis que nous avons mis en place l'outil en termes de production. On a des gains de l'environ 20% au niveau du temps consacré par le planificateur. De ce fait, la direction a été un peu convaincue et nous sommes en train de réfléchir justement pour transversaliser cet outil sur d'autres usines du groupe. Et encore, vous ne comptez pas finalement la satisfaction client et des choses qui Ça, sont c'est toujours difficilement difficilement mesurables. chiffrable, tout à fait. Et donc, oui, c'est dans la suite de ce que vous dites, mais la question qui tue, comment vous évaluez le retour sur investissement Ça, de c'est cet toujours le outil? problème de tel outil. Évaluer le retour sur investissement, on peut simplement, comme je vous le disais, sur la base des 5% de productivité et des 20% de gain de temps au niveau des planificateurs, c'est que sur cette base-là qu'on peut faire le retour sur investissement qui est très rapide par rapport à l'investissement mis en place. Très bien, je crois qu'on a bien compris les avantages de l'outil. Merci beaucoup, Ludovic Georget. Merci. Alors, votre voisin, c'est donc Aymeric Glaise, qui est le patron de Space Train, ou Space Train, je crois que vous dites les deux, qui est une start-up qui, vous allez nous raconter ce qu'elle fait, qui essaie de mettre en place alors, c'est pas Hyperloop, attention, Hyperloop, c'est le concurrent, donc c'est pas du tout, enfin, un concurrent, vous allez nous expliquer, mais je crois quand même très très loin d'être aussi rentable au kilomètre. Donc, racontez-nous un peu ce que fait votre start-up. Alors, oui, d'accord. Bonjour à tous. Alors, Space Train, c'est une société qui élabore un concept de transport, c'est-à-dire qui fabrique une navette. C'est une navette sur coussin d'air. Donc, on s'est inspiré d'un projet qui s'appelait l'aérotrain, qui a existé dans les années 60. Et à partir de ce projet-là, on a élaboré notre navette. Une navette donc, qui fonctionne sur coussin d'air avec un moteur à induction linéaire qui sera alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Alors, on a travaillé sur 3 axes principaux, c'est-à-dire sur la vitesse, sur la capacité à proposer un transport abordable pour l'usager et qui est un transport qui soit soucieux de l'environnement. Donc, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette activité. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes. Sur ces 15 personnes, j'ai 12 ingénieurs qui travaillent donc sur un laboratoire qui est situé au nord d'Orléans. Donc pourquoi Orléans? Parce qu'en fait, à Orléans, c'est là où l'aérotrain est né. Et il y a une ligne qui fait 18 km de long, qui est en béton, et qui est une ligne qui correspond tout à fait à celle qui sera utilisée par le Space Train. Donc on s'est implanté là-bas pour une raison de réutilisation de cette voie. L'idée, dans cette conception de transport, je parlais de générer un transport qui puisse être abordable pour l'usager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modèles de transport. Il y a le Chicken Sun et le Maglev qui sont dans les pays asiatiques. Et on a le TGV. Le Chicken Sun est un train qui va fonctionner en lévitation magnétique. C'est un train qui coûte relativement cher puisque par kilomètre, on est aux alentours de 100 millions d'euros. Le TGV, lui, est à 25 millions d'euros par kilomètre. Donc l'idée, c'est de proposer un transport qui soit, donc, je le redis, abordable pour l'usager. Notre type de transport, notre transport permet de proposer un coût par kilomètre de 8 millions d'euros. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous parliez de l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est le Chicken Sun et le Maglev qu'on transforme en une capsule, une petite capsule qu'on met dans un tube et qu'on
qu'on lance à 1000 km/h. Alors c'est une prouesse technologique hyper intéressante, mais en termes de coût, c'est très cher. 150 millions d'euros par kilomètre pour ce type de transport. 150 millions d'euros Oui, par aux kilomètre. alentours de 150 millions d'euros par kilomètre pour ce type de transport. Alors que Space Train, alors vous que le l'avez Space dit, Train est à 8 millions. Donc 8 millions. 8 millions. Oui, mais Et Elon on Musk, comprend- Elon on Musk comprend- est très dépensier, on le sait. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je comprends pourquoi le chicken sand, le maglev ne s'exporte pas, tout simplement parce que Ils ne se vendent pas. il ne peut pas se vendre aujourd'hui, puisqu'on a déjà des difficultés à payer un billet de train de TGV. Donc, Oui. Et puis la SNCF a des grosses difficultés de rentabilisation sur son TGV. Donc, Et les collectivités locales, pardon, sont pas prêtes non plus à payer ces prix-là. voilà, donc aujourd'hui, il faut être capable de travailler sur l'avenir en proposant des nouvelles technologies, mais il faut penser aussi usager, c'est-à-dire être capable de proposer un prix. Alors, c'est en cela que 3D Experience vous aide. C'est-à-dire que vous m'avez dit, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, que s'il n'y avait pas eu 3D Experience, vous ne pouviez pas faire votre projet. La start-up n'aurait pas existé. Alors, oui. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans ce projet, on a été chercher toutes les archives en fait, de l'aérotrain, basées sur le coussin d'air, puisque la principale technologie qui fait la différence entre toutes les autres, c'est le coussin d'air pour nous. Donc, chez Bertin Technologies, donc, la famille Bertin m'a donné accès aux archives des travaux réalisés par Jean Bertin. Et de ce fait, moi j'ai refait une recherche un peu plus poussée. Je suis allé chercher aussi des anciens ingénieurs qui avaient collaboré à ce projet. Et j'ai pu les réunir, donc, et on a travaillé avec mes ingénieurs actuels sur le coussin d'air de Jean Bertin. Et c'est là qu'en utilisant la 3D Experience, grâce au logiciel, on a pu se rendre compte de pas mal de défauts qu'on ne pouvait pas voir il y a 50 ans en arrière, parce que 50 ans en arrière, ça n'existait pas, ce type de logiciel. Et grâce à ça, on a pu redéposer des brevets, et aujourd'hui, Space Train est propriétaire de 3 brevets qui correspondent à notre système. Alors, comment vos ingénieurs travaillent sur la plateforme? Alors, chaque ingénieur travaille à leur poste. On a des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électroniques. Alors, ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils sont dans le même atelier, mais il n'y a pas besoin de se croiser ni de se parler. Tout fonctionne par la plateforme. Et moi-même, en restant à Paris, je peux avoir accès, moi qui ne suis pas ingénieur à la base, je peux avoir accès à cette plateforme et participer aux travaux, regarder en tout cas l'avancée des travaux. Et comprendre ce qu'ils font et ce qui a avancé depuis la veille. Bon, bah alors, si je ne comprends pas vraiment tout ce qu'ils font, là, à ce moment-là, j'appelle. Ça, c'est plus simple. Hein. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de pouvoir communiquer avec eux par cette plateforme. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à la fois qui soit enrichissant, mais aussi qui m'aide. Puisque quand je vais me déplacer vers les collectivités ou vers des potentiels clients, à ce moment-là, je peux utiliser cette plateforme pour montrer l'avancée des travaux. Ah, c'est-à-dire que vous y allez avec votre portable, enfin, peut-être pas avec votre smartphone, mais avec un petit micro, et vous faites la démonstration oui, pour les je fais des collectifs. démonstrations, on le fait avec mon collaborateur qui est juste en face de moi, là, Thomas Bernin. Chaque fois qu'on se déplace, on n'hésite pas à utiliser cette plateforme pour pouvoir montrer l'avancée de nos travaux. C'est vachement utile, et puis ça permet à la personne qui ne comprend pas trop le système de pouvoir y rentrer. Alors je sais que cette plateforme va s'améliorer, qu'on va pouvoir par la suite obtenir des logiciels permettant de faire plus de simulations, et ça, il me tarde de pouvoir l'utiliser. Vous n'avez pas d'infrastructure, c'est-à-dire vous êtes dans le cloud. Oui, exactement, c'est ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est que grâce à ce type de logiciel, ce qui est génial, c'est qu'on peut transformer le passé en futur. Et ça, c'est une chose... oui, parce que l'inspiration vient du passé, et nous, on prévoit de faire quelque chose de futuriste. Et donc, c'est la chose que je retiens le plus souvent. Et alors, qui l'a choisi, 3DX? Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas ingénieur, donc ce n'est pas vous qui avez comparé, benchmarké, comme l'a fait Ludovic Georget pour arriver à Delmi Hortens tout à l'heure. Comment vous avez choisi? C'est purement mes ingénieurs qui, par leurs parcours d'étudiants, avaient utilisé donc les applications fournies par Dassault. Donc ça a été
par leurs conseils que je me suis dirigé vers Dassault Systèmes et Keonis, donc par la suite, pour pouvoir utiliser ce type de logiciel et de plateforme. D'accord. Alors aujourd'hui, vous en êtes à quelle phase par rapport, vous disiez tout à l'heure, vous êtes installé à côté de l'ancienne ligne, mais vous n'êtes pas à la phase du prototype taille réelle qui va sur cette ligne. Alors on a construit un prototype à échelle 1,5 qu'on a exposé dernièrement au Salon du Bourget. Les ingénieurs sont à une phase de validation en fait, de chaque brique technologique aujourd'hui. C'est-à-dire que le prototype à échelle 1,5 qui fait 15 mètres de long est dans notre laboratoire. Il est pour l'instant vide, puisque chaque brique technologique est travaillée indépendamment jusqu'à ce qu'on puisse la valider et ensuite intégrer en fait, toutes ces briques technologiques dans le prototype pour l'essayer sur une ligne qui fera 70 mètres de long dans notre atelier, dans un premier temps. Ce test permettra en fait, de pouvoir construire donc, une navette à échelle 1 par la suite, donc pour 2022, et pour pouvoir la tester sur la ligne éventuellement de l'aérotrain si jamais on a l'accord de l'État. Et continuer, j'imagine, avec le jumeau numérique que vous avez sur la plateforme, à améliorer ce qui marche, ce qui ne marche pas en testant, etc. Oui, non, on prévoit de continuer à travailler ou de jouer comme Mario sur ces jeux de plateforme et pour pouvoir construire en tout cas notre navette et avancer là-dessus. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que dans le cadre de nos futures collaborations, c'est de proposer à continuer à travailler par ce type de plateforme. En tout cas, c'est un souhait pour Spacetrain et pour nos ingénieurs. Très bien. Bah, écoutez, vous nous avez convaincus. Et bonne chance pour la suite. Vous prévoyez de lancer quand, le Spacetrain d'ailleurs ? Moi, je prévois de lancer le plus rapidement possible. Après, tout dépend des partenariats, des fonds qui vont arriver dans notre société. On a ouvert notre capital aujourd'hui et donc on est dépendant aussi de budget. C'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. D'accord. Parce que on a discuté un peu hier soir et dans l'idéal, vous rêvez de pouvoir démarrer en 2024. C'est-à-dire très bientôt, demain. On souhaite en fait avoir terminé ce projet et valider le concept pour 2025. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, bonne chance. On va suivre de près. D'ailleurs, les Nouvelles, on a déjà parlé, mais on continuera de vous suivre de près. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Glaise. Alors, Vincent Portier et Régis Galmich, donc vous êtes manager des projets IT de SBM Offshore. Alors, peut-être expliquez-nous ce que c'est que SBM Offshore. Avec le mot offshore, on devine que ça touche aux plateformes pétrolières, mais plus concrètement, que faites-vous ? Bonjour à tous. Je crois qu'il y a un slide derrière. Oui, alors nous, on ne fait pas les mêmes plateformes que Dassault Systèmes. Nous, on fait des plateformes flottantes. On espère que celle de Dassault Systèmes est hors d'eau. Alors, SBM Offshore, c'est comme le leader des FPSO. Donc, les FPSO sont des plateformes qu'on appelle FPSO, ça veut dire Floating Production Offshore Unloading. Pour simplifier, un FPSO, ça récupère le pétrole brut situé au fond de la mer. La particularité d'SBM Offshore, c'est d'être capable d'ancrer des FPSO avec des grandes profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. On est leader dans cette technologie d'ancrage. Donc on remonte le brut directement sur le FPSO. Ce brut, il est nettoyé, puisqu'il souvent il y a du soufre, on retire l'eau, etc. Quand il est nettoyé, stabilisé, on vient le stocker dans ce FPSO, dans la partie un peu tanker, puisqu'un FPSO, ça ressemble à un tanker. Donc dans les cuves du FPSO, et régulièrement, ça dépend des débits, ça dépend, tous les 3, 4 ou tous les 7 jours, vous avez un tanker qui vient s'amarrer au FPSO, qui vient décharger le pétrole stabilisé pour l'emmener en raffinerie. Alors les FPSO, on va les trouver au large. Nous, on a plusieurs clients qui sont des compagnies pétrolières. On va les trouver au large de l'Afrique de l'Ouest, au large de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Brésil. Souvent, ils sont situés à 300, 400 km des côtes.
Et vous avez deux types de FPSO. Alors, je ne vais pas non plus parler des plateformes traditionnelles qu'on peut voir dans les films, les plateformes orthogonales là, sous forme carrée. Ça, on fait aussi ce genre de produit. Ça s'appelle des TLP. Mais je parlais de FPSO. Alors, vous avez deux types de FPSO. Vous avez des FPSO qui sont ancrés à 4 extrémités, bâbord, tribord, devant et arrière. Là, c'est dans des environnements de mer qui sont calmes. Alors, le FPSO, lui, va pouvoir bouger un petit peu, puisqu'il y a des chaînes quand même, donc un système d'ancrage, donc il bouge. Et puis dans des environnements très sollicités, comme la mer du Nord, le FPSO est ancré sur un point central qu'on appelle, avec ce qu'on appelle un turret mooring, donc un système d'ancrage comme on peut voir sur la photo, donc en haut, pour moi, c'est en haut à gauche. Vous avez un seul point d'ancrage. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce bateau? On va faire un grand trou d'environ 30 mètres de diamètre et on va aller installer un énorme équipement mécanique qui peut faire donc 30 mètres de diamètre jusqu'à 90 mètres de haut. Et donc, ça va être une sorte de grosse tourelle, comme un manège. Et donc, le fluide va arriver au point central et puis ensuite, il sera distribué sur le FPSO pour le traitement du fluide. D'accord. Donc, à la fois, vous fabriquez ces plateformes et vous les louez, faites un peu de la location longue durée comme un constructeur de voitures. Oui, alors nous, on a effectivement, la société a deux activités. Elle a une activité dite EPC, c'est-à-dire Engineering, Procurement, Construction, c'est-à-dire qu'on fait le design, on achète les équipements critiques comme les vannes particulières et tout. On fait livrer sur des chantiers qui sont généralement situés en Asie, voire en Asie essentiellement. C'est construit et ensuite, il y a deux solutions. Soit on vend le produit terminé à la compagnie pétrolière, ou soit on va le louer pendant toute la durée d'exploitation du champ, qui peut aller de 12 ans à 20 ans. Et donc, on va l'opérer. Donc, on est à la fois constructeur de voitures et loueur de voitures, comme Hertz, Avis, etc. D'accord. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi vous avez eu besoin de 3D expérience, d'une plateforme virtuelle, alors que vous fabriquez des plateformes réelles? Alors ça, je vais laisser le spécialiste de la 3D expérience, il a main droite. Bonjour à tous. Donc Régis tout à l'heure parlait de la partie turret mooring, qui est la partie autour de laquelle le FPSO pivote. Donc c'est une partie mécanique avec de la mécanique et de la structure. Et on utilise la plateforme 3D expérience pour concevoir cet élément en particulier, qui est une spécialité monégasque. Et donc, depuis 10 ans, on utilisait les solutions d'Asso System pour concevoir ces éléments. C'était donc, quoi? C'était Katia V5 et oui. Novia V5. Voilà. Et donc, on est passé à la 3D expérience depuis l'année dernière pour concevoir cette partie-là. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Alors, ça a changé plusieurs choses. Ça nous a permis d'optimiser la façon dont on conçoit les plateformes. Notamment, on gagne du temps pour concevoir cet élément. On a un objectif dans la société qui est de passer de 36 mois de la conception au produit fini à 24 mois. Oui. Et par exemple, on a régulièrement, sur les projets FPSO, on a souvent des jumeaux. Nos clients nous donnent 1 ou 2 FPSO à réaliser. Et par exemple, pour la partie dont je parlais tout à l'heure, la plateforme 3D Experience nous permet de faire de la duplication de projets, donc de gagner jusqu'à 1000 à 2000 heures de conception. Ah oui, pas n'importe quoi. Alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Mais alors, attendez, ça se fait comment? Je crois que vous avez des ingénieurs, mais qui ne sont pas tous, ou alors que vous les faites tous venir à Monaco, c'est ça? Comment ça se passe? Qu'est-ce que la 3D a changé en matière de méthode de travail ou d'organisation du travail? Alors effectivement, ça a changé la façon de travailler. Donc, la solution d'Asso est utilisée à Monaco uniquement. On a environ 45 utilisateurs qui peuvent travailler sur la plateforme en collaboration. Qui sont des ingénieurs, comme oui, chez des ingénieurs, Riglaise, des ingénieurs de diverses spécialités. Oui. Voilà. Donc ce que ça a changé, c'est que avant la plateforme, uniquement les designers pouvaient travailler sur la plateforme et voir ce qu'ils faisaient. Les sous-traitants étaient obligés de travailler dans nos locaux. Ah, vous faisiez venir les sous-traitants à Monaco? Oui, absolument. Ou alors on offrait une solution d'écran déporté pour qu'ils puissent travailler à distance, mais ce n'était pas confortable en termes de visuel. Et donc désormais, la plateforme est ouverte aux ingénieurs, aux directeurs des départements,
à toute la population qui est concernée par la conception. Les sous-traitants peuvent travailler à distance depuis chez eux. Et on peut aussi travailler à distance. Enfin, le SBM a mis en place le télétravail depuis 1 an, et donc les ingénieurs maintenant peuvent travailler avec leur laptop de chez eux, au moins 1 fois par semaine. D'accord. Et chaque matin, quand ils se connectent, ils voient l'avancement du projet, et chacun dans sa partie, et aussi ce qu'a fait les autres. Oui, absolument. Oui. Donc, on a plusieurs disciplines, plusieurs projets. Donc, on est organisé par projet et aussi par discipline. Donc, il y a la R&D, qui avant qui travaillait en mode fichier, qui maintenant a accès aussi à la plateforme. D'accord. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est pas un peu, quelque part, le mariage de Facebook et de Katia V5 ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire, on a à la fois le côté échange mais spontané, direct, etc., et le côté conception. Oui, tout à fait, en effet. Oui. Et ça nous permet aussi de pouvoir s'intégrer avec le système d'information de la société. Mais qu'est-ce qui a quand même déclenché le changement d'outil, d'ailleurs? Je crois que vous ne l'avez pas dit. Pourquoi c'est quelqu'un de Keonis qui est venu vous voir, qui vous a dit « Vous pouvez gagner 1 an sur la fabrication de vos plateformes jumelles si vous prenez 3DS ». Oui, alors c'est vrai qu'on était déjà utilisateur de Katia V5 et Novia V5. Mais il y a eu un projet très important qui a duré 1 an, qui était le successeur de Katia. Et donc, dans ce projet, on a challengé 5 fournisseurs. Donc, on a eu une approche projet, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un cahier des charges de qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir dans le nouveau système de plateforme. Mais a priori, on n'avait pas d'a priori sur la 3D Experience, c'était complètement neutre. Donc on a fait un cahier des charges, on a fait revoir ce cahier des charges par le management et par les utilisateurs. Et à partir du cahier des charges, on a donné à des fournisseurs, et ces fournisseurs ont répondu au cahier des charges. Et à la suite des réponses, on les a analysées en groupe. Et puis ensuite, on les a présentés à un comité d'approbation, d'investissement, en disant, voilà, nous, on préfère en premier choix cette solution, deuxième solution, troisième solution. Et en première solution est arrivée, bien sûr, la plateforme 3D Experience, sachant que ce que disait Vincent, un critère très important pour nous, c'était l'entreprise étendue. Et aussi de pouvoir faire du reuse, c'est-à-dire que les FPSO, généralement, ils se ressemblent, donc c'était possibilité de pouvoir faire du copier-coller. Avec des petits changements quand même, j'imagine. Avec quelques changements et de la réutilisation de parties de 3D. Et c'est vrai que la direction d'entreprise a un gros challenge, c'est de pouvoir produire des FPSO, puisque le time to market, pour nous, c'est très important. Oui, surtout en ce moment. Là, dans le pétrole, c'est sûr, quand vous faites, je ne sais pas moi, 300 000 barils jour de production, si vous perdez 3 mois de délai, vous perdez 300 000 barils au prix du baril par jour. Donc la stratégie de la boîte, c'était de dire on ne veut plus faire des FPSO en 36 mois, on veut les délivrer en 24 mois. Et c'est très audacieux parce que c'est quand même des produits qui coûtent environ $1 milliard. Donc en 24 mois, on délivre en 24 mois un produit d'une valeur d'$1 milliard. Ah oui, ça relativise le prix de la plateforme 3DX. Ça fait plaisir à nous autres. Donc on a choisi la plateforme et comme on avait un partenaire stratégique qui était Keonis, bien sûr c'est naturel de travailler avec Keonis. Juste curiosité, mais depuis avant-hier, l'explosion en Arabie Saoudite, les explosions, enfin les drones sur les trucs, vous avez eu des projets qu'on vous a demandé d'accélérer ou qui ont été réactivés, etc. Parce que d'un seul coup, le prix du baril étant plus élevé, c'est plus intéressant d'en sortir davantage. Je ne peux pas m'engager là-dessus, je ne peux pas vous raconter. Moi, j'ai mon avis personnel, mais ça reste personnel. Bon, d'accord. Bon, ça doit être positif, sinon vous auriez... Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de projets de découverte de champs importants au large de la Guyane, par exemple, peut-être la Guyane française. Il y a le Venezuela, donc il y a pas mal de champs qui découvrent. Et moi, je pensais que quand j'étais petit, on me disait le pétrole, il n'y en aura plus. J'ai l'impression qu'il y en a toujours autant. Alors, par contre, ils sont dans des grandes profondeurs. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de la boîte. C'est pour ça qu'on a pas mal de boulot. Voilà. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous avez, dans la mise en place de 3DX, est-ce que vous avez
commencer par des petits chantiers start small, comme on disait tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire par des quick wins, par des petits endroits où vous avez gagné de l'argent, ou bien est-ce que vous avez mis tout en place directement? Enfin, tout essayé directement. Oui, alors non, on est parti, on n'a pas fait de chantier, on est reparti directement sur des projets complets. Grandeur nature. Voilà, c'est ça. On continue à finir les projets sur la plateforme KTV5, et tous les nouveaux projets, on les démarre maintenant sur la plateforme 3D Experience. D'accord. Voilà. Et c'est pas un investissement important pour vos sous-traitants? Parce que vous avez dit que vous travaillez avec beaucoup de sous-traitants. Eux aussi, ils doivent se mettre... Alors, je ne pense pas, parce que quand les sous-traitants venaient travailler chez nous, ils achetaient leur licence et on les mettait sur nos serveurs à nous. D'accord. Donc ça les bloquait parce qu'ils étaient obligés de travailler que pour nous avec leur propre licence. Oui. Maintenant, ils achètent leur licence et ils viennent se connecter à notre plateforme, mais ils peuvent travailler pour d'autres clients avec cette même licence. D'accord. Ok. Et combien de temps vous avez mis, ce sera ma dernière question, à déployer 3DX et à ce que ce soit complètement opérationnel, que tout le monde soit formé? Alors, on a mis 4 mois entre le... Alors, on a déployé déjà un data center à Amsterdam. On est en train de centraliser tout notre système d'information à Amsterdam. Et la 3D Experience, c'est la première solution à être déployée sur cet environnement. Donc, une fois que c'était prêt, en mai 2018, on a démarré le déploiement sur 3 environnements, donc développement, test et production. Et fin septembre, on était en production. D'accord. Ce qui était conforme à ce que vous aviez prévu, ou est-ce que... bonne surprise? Oui, sachant qu'il y a eu les vacances d'été entre deux, donc c'est un peu compliqué à gérer, mais... Oui, oui, donc c'est plutôt rapide. Oui, c'est très rapide. Et on n'a pas fait de formation. Pour le coup, la gestion du changement a été totalement transparente. Les gens étaient tellement impatients de travailler sur cette plateforme pour changer de solution qu'il n'y a pas eu de problème de changement. Très bien, super. Écoutez, merci beaucoup Régis et Vincent. Alors on va passer à notre dernier intervenant, alors qui lui n'est pas un homme d'entreprise, même s'il travaille pour les entreprises, puisque vous êtes professeur d'ingénierie mécanique en classe de BTS au lycée Louis Armand, donc de Nogent-sur-Marne. Alors, tout de suite, je vais vous faire agir sur le petit film qu'on avait vu tout à l'heure, alors que Martin Gruneau nous a montré sur le 3DX en mode Jones. Ça correspond à vos élèves, ce genre de réaction et de... Oui, bonjour à tous. Oui, le film illustre assez bien en fait l'utilisation de la 3D Experience qu'on en fait dans l'éducation actuellement, en particulier nous au lycée Louis Armand de Nogent. On a des jeunes qui sont dans un monde hyper connecté, qui sont nés avec l'Internet, donc digital native. Ils ont toujours été en contact avec le numérique. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler énormément en mode collaboratif, de pouvoir travailler sur des projets qui les motivent. Ça, c'est hyper important. Bon, là, on voyait un overboard. Bon, c'était une petite illustration, mais de pouvoir travailler aussi sur des projets qui ne sont pas automatiquement que de la pure mécanique, parce que c'est vrai que nous, le cœur de métier au départ des BTS conception de produits industriels, c'est l'ingénierie mécanique, mais on est de plus en plus amené à travailler avec le secteur de la mécatronique, la robotique. Donc, avec l'évolution des métiers aussi, tous les nouveaux process de fabrication qui changent. Donc, la vidéo, ça illustre assez bien. La notion d'application, c'est hyper intéressant. Donc, moi, ce que j'insisterai sur la vidéo, ce qui est très intéressant, moi, c'est l'aspect collaboratif et partage et création, et créativité. Ça a été très, très, très important, la notion de créativité. Alors vous êtes un pionnier, parce que je crois que ça fait 4 ans que vos élèves... Alors, en fait, on a commencé à travailler avec 3D Experience dès 2014. On utilise la version cloud dès 2014. Par contre, on a travaillé sur certains projets entre 2014 et 2016, ce qui nous a permis de tester un peu la 3D Experience, mais aussi de créer des nouvelles pratiques pédagogiques. On a fait en particulier des collaborations avec des établissements soit nationaux, soit européens, sur des projets européens, avec des gens qui ne connaissaient pas du tout aussi la CAO, mais par contre, ça nous a amené à collaborer avec eux. Donc on a travaillé ça nous a permis de faire de l'innovation pédagogique, parce que comment travailler sur des projets, par exemple, de robotique,
Donc du début à la fin. Pour moi, la robotique, c'est pas simplement de dire je code un robot. Pour moi, la robotique, c'est vraiment de concevoir le robot de A à Z, y compris avec ses aspects mécaniques et intégration. Donc il fallait faire aussi un peu de mécanique, et on a pu faire de la mécanique, en fait du mechanical design, à des élèves, par français, allemand, italien, qui n'avaient jamais fait de CAO, en utilisant un peu la notion de gestion de connaissances et de base de données qu'il y a dans la 3D expérience. Voilà, donc ça c'était un gros plus. Donc en fait 2014-2016 on a fait des tests, et puis en 2016 on a déployé, c'est-à-dire qu'en fait tous nos élèves de BTS conception de produits depuis 2016 font de la 3D expérience à 100%. C'est-à-dire qu'en fait ils font à peu près plus de 100 heures par an de 3D expérience. Mais alors, d'environnement, je parle pas ça, et puis d'applications diverses. Alors sauf s'ils vont dans des très grandes entreprises qui sont déjà aujourd'hui équipées de 3DS, il doit y en avoir plein qui ont dû être déçus parce qu'ils ont dû aller dans des entreprises qui ne l'avaient pas ou pas encore. Et alors, eux, ils ont été. Enfin, je sais bien qui peut le plus, peut le moins, mais quand même, ça doit être assez décevant de revenir en arrière sur les outils un peu plus traditionnels. C'est vrai que c'est une réalité. On était un peu les pionniers de l'utilisation. Enfin, on est les pionniers de l'utilisation de 3D expérience dans le monde académique de façon systématique, déployée. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était un peu frustrant. Enfin, on ne trouvait pas automatiquement des stages pour nos élèves. Je sais que là, je commence à entendre plein de bruit donc, sur le déploiement de 3D expérience dans l'industrie. Donc justement, j'espère aussi pouvoir collaborer avec ces entreprises, créer des partenariats de formation, parce que nous, notre cœur de métier, c'est la formation. Donc ça, c'est important. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile pour les élèves, mais en même temps, ce qui a été important, c'est que la 3D expérience, on forme ça pas simplement des élèves à l'outil, on forme aussi des élèves à un comportement. Et c'est vrai que la 3D expérience, on l'a vu aussi un peu dans la vidéo et puis avec les intervenants, l'important c'est que vous travaillez dans un environnement qui change complètement votre notion d'aborder les projets et vos méthodes d'apprentissage. Et pour moi, une partie de mon métier, c'est aussi apprendre aux élèves à se former, à changer, à évoluer. Et donc, il y a beaucoup d'élèves en fait, qui, après le BTS aujourd'hui, continuent soit en licence professionnelle, soit en école d'ingénieur. Et ils sont déjà un peu formés à ces méthodes collaboratives. Et puis après, c'est vrai qu'ils rencontrent parfois, justement, après la 3D expérience directe dans les plus grands groupes. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, justement, la 3D expérience va se déployer un peu plus dans les PME, PMI, qui sont les plus gros recruteurs, j'allais dire, de l'industrie en France. Bien sûr. Apparemment, c'est bien parti. Mais alors, pour vous, comme prof, qu'est-ce que ça a changé de travailler sur 3DX par rapport aux outils précédents? En fait, bon, moi, je suis très impliqué dans le travail collaboratif en fait, depuis presque 15 ans. En fait, puisqu'on a créé des partenariats, soit avec des écoles d'ingénieurs comme l'École des Mines de Paris, Supmeca, à travers différents projets, et puis avec des partenaires européens aussi. Et donc le problème, c'est quand vous faisiez de l'ingénierie, vous étiez confronté à faire de la CAO. Bon, c'était notre cœur de métier, donc on est CATIA V5 depuis 20 ans, en gros, on fait du V5 depuis 20 ans. Donc le V5, on sait en faire, on sait faire de la FAO aussi, du prototypage. Mais on était obligé de collaborer avec des gens aussi qui travaillaient avec d'autres logiciels, donc d'autres environnements. Et en fait, dès que vous changez de logiciel, vous avez une multitude d'environnements différents. Et c'était très compliqué. Donc en fait, pour nous, l'intérêt de la 3D expérience, c'est faciliter la collaboration. C'est vraiment... Et pour moi, en fait, on fait beaucoup de projets. Donc là, vous avez sur la vignette à gauche, vous avez un exemple. Enfin, il y a 3 exemples de projets qu'on a réalisés. On en fait beaucoup, mais moi, j'aime bien faire des projets et les réaliser, aller jusqu'au bout, pas simplement faire du numérique. Et ce qui est très important donc, dans ces projets, c'est pouvoir fabriquer. Et là, vous avez par exemple un projet de gauche, on participe chaque année à l'Educ-Eco ou au Shell Eco-Marathon. Et de pouvoir concevoir une voiture comme ça, vous avez une multitude de métiers, puisque vous avez de l'ingénierie mécanique, vous avez de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'énergie. Et avant, on avait une multitude de logiciels et on perdait énormément de temps. Et ce que je dis toujours aux élèves, c'est qu'en fait, on a des projets, entre les projets qui ont réussi dans un temps court et ceux qui n'ont pas marché, le problème, c'était la communication. C'est-à-dire que la technologie, on sait faire. Enfin, on sait faire. Voilà, ce sont des élèves en formation, mais la technologie, c'est un peu du temps, mais on sait faire. Enfin, on sait faire. Voilà. Je pense que tout le monde sait faire. On sait résoudre des problèmes techniques. Savoir communiquer dans un temps très court et arriver à réaliser un projet en un temps court, c'est souvent lié à des problèmes de communication.
Mais ça, j'imagine que c'est vrai en entreprise aussi. Hein. Je pense que souvent, la différence entre un truc qui a marché et un truc qui n'a pas marché, on essaye de c'est qu'on n'a pas su, en interne, le vendre, se mettre tout autour d'une même voie et le porter ensemble, quoi. Disons que nous, dans la formation a beaucoup évolué. Ce qu'on essaye vraiment, c'est de travailler en mode projet, donc travailler sur des projets concrets, et donc d'être confronté justement à cette notion de collaboration. On travaille beaucoup sur les compétences transversales aussi. Donc c'est un gros plus. Donc pour nous, la plateforme, ça nous a permis d'avoir un environnement intégré, donc multi-applications, puisque nous, on fait de la conception à la fabrication, même si notre cœur de métier, c'est la conception, mais aussi on a la chaîne numérique complète, puisque maintenant, on utilise aussi 3D Experience pour faire la fabrication assistée par ordinateur, et puis on a les machines. Et ça nous a permis aussi, on s'en sert aussi de plateforme de formation. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tous nos projets passés sont intégrés aussi dans la plateforme. Nos TP de formation, toutes les maquettes numériques sont dans la plateforme. Donc c'est une base de gestion de connaissances. Donc en fait, il y a la notion de capitalisation des connaissances, de réutilisation. Et donc en fait, un élève qui se connecte, bon, nous on a une centaine de licences, il a accès à la plateforme, donc il y a la notion de tableau de bord comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est vrai que les élèves, ils ne sont pas perturbés par les tableaux de bord. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a un aspect Facebook, il y a un aspect réseau social qui est très motivant pour eux. On a accès à l'information, c'est-à-dire qu'on a accès à la maquette numérique, on voit tout de suite l'évolution du projet en cours. Ça, c'est important, parce qu'en gros, chacun travaille de son côté, mais on peut être multi-site, on peut être bien sûr sur le même site, mais on peut être multi-site. Et on voit l'évolution de la maquette numérique, donc il y a un aspect motivant. C'est vrai qu'on a vu dans la vidéo, on peut voir sur les smartphones. C'est vrai que les dashboards sont accessibles par smartphone, et c'est vrai que j'ai des élèves qui de temps en temps se connectent avec les smartphones, et on voit bien la maquette numérique, bon, c'est en mode web. Donc il y a cette notion qui est très très importante pour la communication. Et donc en fait, l'élève va se connecter à la plateforme, on a accès à un environnement, on peut paramétrer bien sûr les dashboards suivant nos besoins. Donc parfois on est en mode projet, parfois on est en mode formation CAO, où on a un catalogue de projets à exécuter. Et l'intérêt, c'est qu'on a une mise à jour des projets qui se fait automatiquement, puisqu'on utilise la notion de librairie, donc c'est-à-dire bibliothèque, excusez-moi, donc de bibliothèque de projets, d'expériences, et en fait on met à jour. Et il y a la notion très très importante de non-perte des données, puisque en fait avant, quand on travaillait, je ne vous cache pas que quand on travaillait simplement en CAO sur différents projets, parfois même sur le même projet avec des élèves d'une même classe, la perte de données, enregistrement sur les clés, enregistrement sur un PC, voilà, on avait énormément de pertes de données, de pertes de synchronisation. Donc là aujourd'hui on n'a plus du tout ce problème, et on a une notion très importante aussi, c'est le versionning, c'est-à-dire qu'en fait on peut créer plusieurs versions de pièces, de systèmes d'assemblage, revenir à tout moment en arrière. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est très, très, très important pour nous. Et ça nous permet de faire évoluer les projets énormément. Et donc, on travaille aussi sur le comportemental, parce qu'une partie très, très importante sur la plateforme, c'est ça nous a permis aussi de changer les comportements. Et on insiste, pour nous aussi, c'est pas simplement les former à ingénierie mécanique, mais gagner du temps dans la formation, ça nous permet surtout de travailler sur la notion de créativité, d'innovation aussi avec les élèves, pour qu'ils partagent leurs idées. Les ingénieurs de chez Émeric Glaise, dont on a parlé tout à l'heure, qui eux ont choisi qui ont recommandé de prendre 3DX, ils ne sortaient pas de chez vous? Je ne sais pas. Nous, on forme principalement des BTS. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui évoluent en licence pro en école d'ingé, mais je pense bientôt, je pense qu'il y en a qui vont venir de chez nous. Ça marche pas. Ah oui. Donc, ils ne venaient pas peut-être de chez monsieur, mais en tout cas, ils sont certainement passés par le même type d'enseignement et d'information et de professeurs. Oui, mais je pense que Dassault aurait intérêt à rémunérer tous les ingénieurs qui sont les meilleurs commerciaux ensuite dans les entreprises où ils vont. Dernière question pour vous, Frédéric Zéry. Vous n'hébergez pas la plateforme. Elle est dans le cloud. Oui. Est-ce qu'il y a un avantage pour vous de ne pas gérer le hardware? Alors oui. Nous, on est monde d'éducation, donc on a automatiquement, on va dire, pas automatiquement des ingénieurs système. C'est-à-dire que nous, conscient, le lycée, c'est 1000 élèves et quasiment autant de PC. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai que la transformation numérique, les lycées techniques, nous particulièrement le nôtre, on est bien dedans depuis très très longtemps. À gérer en IT, c'est compliqué. Et alors, on avait déployé V6 juste avant la 3D Experience,
Et voilà, il fallait faire la gestion des serveurs, et pour nous, ça avait un coût autant humain que financier. Et donc pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir toujours une plateforme à jour. Ça, c'est très très important d'avoir une plateforme à jour sans s'occuper de l'IT. Je pense que notre métier, c'est de former les gens, c'est pas de gérer des ressources informatiques. Alors, pour terminer, je crois que vous vouliez faire un appel à stage. Profitez du fait qu'il y a des représentants d'entreprise dans la salle pour dire que... C'est pour ça que j'ai... Allez-y. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai fait la petite accroche, c'est devenez partenaire, parce que nous, c'est vrai que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que 3D Experience, bon voilà, on en fait depuis 4 ans, enfin full 3D Experience, donc on a beaucoup d'expérience dans l'utilisation de la 3D Experience, autant en formation que aux applications d'ingénierie. Et aujourd'hui, on recherche des partenaires justement pour que les élèves puissent mettre en œuvre toutes leurs compétences chez vous. Et je suis très attaché aussi au métier de technicien dans l'industrie, parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'ingénieur, et je pense qu'il se crée peut-être un gap en France entre justement l'ingé et en dessous. Et je suis très attaché à ce que le métier de technicien continue à perdurer dans les entreprises françaises et à participer justement à l'évolution de l'industrie. Ils sont quand même très recherchés aujourd'hui. Ils sont justement très très recherchés. Ils sont très recherchés, mais justement avec les entreprises qui ne sont pas toujours, on disait tout à l'heure, au fait de la transformation numérique. Donc moi l'idée c'est, en fait j'essaye de former des gens au futur, aux méthodologies innovantes. Il faut continuer, les entreprises vont rattraper. Et bon, j'espère que vous rencontrez bientôt. Merci beaucoup. Alors, il y a une chose qui m'a frappée dans tous vos témoignages, c'est que contrairement à ce qu'avait dit, je ne sais plus si c'était Martin ou Patrick au début, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de cette peur du changement, cette appréhension de sauter le pas quand vous êtes passé à 3DX. Ce qui semble pourtant être le premier frein à l'adoption de la plateforme. C'est vrai, enfin, je l'ai bien compris. Emery Glaise, bon, par définition... Alors, moi, ce que j'ai retenu, que Patrick a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut, pour un entrepreneur aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de pouvoir harmoniser les compétences et aussi aller chercher à travailler différemment que ce qu'on a travaillé avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bénéficie de programmes et de logiciels permettant ce type de collaboration par la 3D Experience. Et alors, pour nous, c'est une évidence, enfin, en tout cas pour moi, je parle pour moi, c'est une évidence et ce n'est pas du tout une peur d'aller vers ce type de collaboration et de partage. Je veux dire, le futur aujourd'hui, enfin, et même le présent, doit se servir des logiciels, des ingénieries qui ont été apportées. Tout à fait. Chez SBM Offshore, je crois que vous disiez tout à l'heure ça aussi, que finalement, il y a beaucoup moins de résistance au changement que vous ne l'aviez craint au départ. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de résistance au changement. Et d'autant plus quand on a déployé la plateforme, on en a profité aussi pour déployer Windows 10 avec des nouvelles machines. Donc les utilisateurs ont été accompagnés aussi avec des machines performantes. Donc ça leur a vraiment permis de travailler d'une manière plus confortable et plus collaborative. Et ça a provoqué des changements d'attitude, des changements de comportement chez les ingénieurs ou les techniciens qui travaillent pour vous? Je dirais oui, parce que je les entends plus râler. Ah, oh, alors là, ça c'est la phrase à mettre en exergue. Là, Dassault Systèmes et Keonis, vous avez gagné votre matinée. On ne les entend plus râler. Prenez 3DX, vous serez tranquille. Je voudrais ajouter quand même quelque chose, c'est que finalement, l'innovation, elle vient de la base, des techniciens, des ingénieurs. C'est eux qui ont poussé. C'est eux qui ont poussé. La résistance, elle n'est pas en bas, elle est souvent au middle management. Alors, enfin, il n'y a pas de résistance proprement dit, mais bon, c'est eux qui ont poussé beaucoup pour la plateforme, etc. Donc, c'est les gens qui utilisent le produit tous les jours, qui savent ce qu'ils ont besoin et tout, et les problèmes qu'ils rencontrent. Voilà. Après, il faut aller convaincre le middle management du retour sur investissement. Ben, bon, c'est pas donné, ça a un coût. Mais voilà, donc nous, il n'y a pas eu de résistance. Hein, et nous, c'est vraiment la base qui a poussé. Je dis, ça ne va pas assez vite même, hein, je me rappelle.
Et Ludovic Georget, vous aviez dit ça un peu aussi mais sur Delmia Hortems, mais la rapidité avec laquelle le tableau papier a disparu. Tout à fait, et puis ça en plus apporté de la sérénité au sein de l'entreprise, parce que ça permet quand même de partager l'information en temps réel et d'accélérer les prises de décision. Donc tout de suite, il y a eu beaucoup moins de conflits entre les différents services, que ce soit entre la planification de la production, les approvisionnements, le service commercial. Ça a assaini les relations quand même fortement. Superbe. J'avais promis qu'on gardait 5 minutes pour les questions. Il nous reste 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Parce que tout ce que vous avez raconté était tellement clair et limpide que j'ai même peur qu'il n'y ait pas de questions. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui peut aller vers le monsieur qui lève la main là-bas? Attendez, nous, on ne voit pas du tout ici. Excusez-moi. Bon. J'ai vu une main qui se levait là-bas tout à l'heure, mais qui a disparu. Hein. Le problème, c'est que je suis myope comme une taupe. Donc... Alors moi, je vais prendre l'opportunité de revenir sur 2 petits points. Le premier, c'était sur la notion de peur de la 3D Experience Platform. Non, ce n'est pas la peur de la 3D Experience Platform, et je crois que vous l'avez très bien exprimé. C'est engager son projet de transformation digitale. C'est là où il peut y avoir une petite résistance, parce qu'on se retrouve devant un mur de domaines, de changements, et c'était à ça que nous faisions allusion avec Martin. Je prends l'opportunité aussi de compléter sur un aspect financement que vous m'avez posé, Christine. J'ai oublié de mentionner 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est la mesure fiscale qui a été mise en place il y a maintenant à peu près plus d'1 an sur le suramortissement fiscal. Donc vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est hardware et software qui concerne en fait l'innovation et la R&D bénéficie de cette mesure jusqu'en décembre 2020. Donc n'hésitez pas quand on parle de financement et d'investissement. Deuxième point, c'est aussi, là encore, l'initiative du gouvernement sur tout ce qui est filière, avec l'Alliance du Futur, avec la BPI, donc beaucoup d'initiatives en région sur des centres d'innovation, de formation à destination des PME, PMI, ETI. Et Dassault Systèmes et ses partenaires, évidemment, sont au cœur de ces discussions et aident ces filières à se mettre en place en utilisant notamment la plateforme. Voilà, c'est pour lancer un petit peu les questions. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y avait une question ? Le monsieur, voilà, il y avait bien quelqu'un. Bonjour. J'ai une question qui s'adresse notamment à la société SBM. J'ai compris qu'il y avait une très bonne acceptation de la plateforme, en tout cas sur les activités de design et aussi la partie collaborative. Je voulais savoir si vous comptiez aller un petit peu plus loin, vu qu'il y a une très bonne adhésion des utilisateurs sur le process de développement complet de votre bateau. Je ne sais pas, notamment sur des aspects de simulation non numérique, sur des aspects de production industrielle, méthode, etc., de façon à englober tout le cycle de développement du bateau. Oui, effectivement, on essaie d'aller plus loin. On vous a parlé des FPSO, mais la plateforme nous permet aussi d'innover dans des nouvelles solutions pour l'énergie renouvelable. Par exemple, on est en train de développer des solutions pour des flotteurs qu'on va positionner en mer pour des flotteurs, des champs éoliens, des champs éoliens. Donc on se lance dans cette partie-là. Donc les flotteurs et les mâts et les turbines sont designés dans la plateforme. Et on est en train de voir avec les solutions Delmia justement pour simuler le cycle de vie complet, c'est-à-dire le design, la fabrication sur site, le remorquage des flotteurs en mer jusqu'à l'ancrage sur le site de production. Donc voilà, l'idée c'est qu'on simule toute cette partie-là de Katia avec Katia et Delmia. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Avant que nous partions pour la pause. C'est bien, pas de regret, tout était clair. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier, messieurs, pour ces témoignages, qu'il s'agisse de bateaux, de trains, d'élèves, de polymères. Enfin bon, c'était passionnant. Et puis, je crois que vous avez fait la démonstration qu'on espérait quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises qui se lancent dans leur transformation numérique, eh bien, elles changent, mais elles changent pour
des gains assez extraordinaires en fait en termes de compétitivité, de rapidité et finalement de retour sur investissement. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite de journée.